Je crois que tout le monde sur Terre a le potentiel de faire des choses merveilleuses. Mais il y a sans aucun doute ceux qui exemplifient la version la plus brillante de l'humanité, qui se décarcassent pour apporter la paix aux autres, pour apporter un sourire sur le visage de tous ceux qu'ils rencontrent, apparemment sans aucun effort. Des personnes qui prennent soin de leurs amis et de leurs familles, et même des étrangers avant eux-mêmes, qui savent que la seule façon de nous faire avancer en tant que société est de nous entourer de bonheur, d'altruisme et de charité. Des personnes, diront, qui sont rapides à encourager, lentes à juger et authentiquement effervescentes, des héros du quotidien. Elisabeth Barraza était l'une de ces personnes, une étoile brillante et une grande influence sur tous ceux qu'elle a rencontrés. Enfant des années 1990 et originaire du sud-est du Texas, Elisabeth, appelée Liz par tous ceux qui la connaissaient, grandit en étant passionnée par le fantastique, la narration et la culture pop. Son amour pour l'imagination et spécifiquement la science-fiction a été nourri par son père, Robert Jr. Elle était particulièrement fan de Star Wars, grandissant avec les films et explorant plus tard les mondes riches présentés dans les séries télévisées, les bandes dessinées et les romans. S'il n'y avait pas de nouveaux livres de l'univers étendu à prendre, Liz se tournerait vers son autre divertissement évadant, Harry Potter. Liz se décrivait comme une Potterhead, une experte en tout ce qui concerne la sorcellerie et la magie. Elle était la première dans la file pour obtenir une copie de chaque nouvelle sortie. Et comme Star Wars, elle a passé d'innombrables heures de son enfance englobées dans les limites réconfortantes de leur créativité. Son propre imagination a été façonnée par les aventures dont elle était si absorbée. Parallèlement à son amour du lexique de la culture populaire de première, Liz a également découvert un solide ensemble de compétences en art et métiers. Elle était une costumière méticuleuse, capable de concevoir des designs complexes et des tenues correspondant à ses personnages de films et de bandes dessinées préférés. En grandissant, elle a découvert qu'il existait une communauté entière de centaines de milliers de fanatiques de costumes et de créatifs. Cela a initié Liz aux conférences de bande dessinée aux États-Unis où les fans se retrouvaient habillés de la tête aux pieds en costumes faits maison et exhibant leurs créations complexes, un passe-temps connu sous le nom de cosplay. C'est grâce au cosplay et à sa passion pour Star Wars que Liz est devenue très proche de Sergio Barraza, un autre natif du Texas lui-même fasciné par ce passe-temps évasif. À l'hiver 2014, le couple s'est marié et a combiné leur amour de Star Wars et du cosplay ensemble. Le couple de jeunes mariés voyageait à divers Comic-Con dans leur état et à travers l'Amérique, mettant en valeur le savoir-faire artisanal de Liz. Quand ils ne se déguisaient pas pour les conventions de bande dessinée, Liz et Sergio participaient à la 5e centième première Légion, un groupe mondialement renommé des plus grands fans de Star Wars qui se déguisent en répliques précises à l'écran des méchants les plus notoires de Star Wars et de leurs costumes. Cependant, ce n'était pas un simple vieux passe-temps. La 5e centième première Légion se compose de plus de 14 000 bénévoles qui utilisent leurs costumes et leurs compétences en cosplay pour assister à des œuvres de charité et des hôpitaux, rendre visite à des enfants et des adultes malades, collecter des fonds pour la recherche médicale, les collectes de fonds médicales et la lutte contre d'innombrables maladies. Ces contributions caritatives étaient un pivot dans la vision de Liz pour sa vie. Elle a fait preuve d'un dévouement exceptionnel en participant à ces visites et événements, apportant de la joie à tant de personnes dont la vie même était en danger. Et surtout, Liz n'a pas hésité une seconde. C'était simplement dans sa nature d'apporter de l'espoir à ceux qui en avaient besoin. Au cours de leurs 5 années ensemble, Liz et Sergio formaient un couple incroyablement heureux. Leur infatigable éthique de travail, aussi bien dans leurs emplois que dans leurs loisirs, n'a pas créé de distance entre eux, mais les a plutôt rapprochés. Pour célébrer leur 5e anniversaire, Liz a prévu des vacances magiques à Orlando, en Floride, où les attendaient les studios Universal. Le couple était ravi de visiter les nouvelles attractions immersives de Harry Potter. Et Liz a préparé spécialement des costumes, faits maison, pour qu'ils les portent pendant leur voyage. Pour faciliter leurs finances et profiter du prochain anniversaire sans souci, Sergio et Liz ont rassemblé quelques vieilles choses de leur maison pour les vendre lors d'une vente de garage. Cependant, les choses ont rapidement pris une tournure tragique lorsque cette innocente tentative de joindre les deux bouts a abouti à un meurtre terrifiant. Passons maintenant à une chronologie des événements qui ont conduit au meurtre non résolu de Liz Barraza. C'est juste après, le jour de l'an de l'année 2019, Liz et Sergio Barraza célèbrent une autre année d'amour et de succès ensemble et préparent leur prochain 5e anniversaire.
Les deux planifient la célébration parfaite, décidant que les nouvelles attractions fantastiques de Harry Potter à Universal Studios Florida seraient leur lieu de rêve. Ils tracent un parcours pour un départ en fin de mois et commencent les préparatifs. Au fur et à mesure que janvier progresse, Liz et Sergio réalisent que toutes leurs dépenses pour le voyage d'anniversaire les pousseront au maximum de leur budget. Liz espère aussi offrir à Sergio quelques cadeaux elle-même et le couple décide d'organiser une vente de garage juste avant leur départ, vendant quelques bric-à-brac et des objets dont ils n'ont plus besoin chez eux, espérant rassembler un peu d'argent de poche pour le voyage. La fin du mois approche et Liz et Sergio vont finaliser les détails de la vente de garage. Ils la planifient à la mi-journée avant leur départ pour la Floride et informent leurs proches, famille et collègues de travail de leur plan. Ils ne la diffuseront pas sur les médias sociaux ou autour de la ville cependant, la gardant étroitement liée jusqu'à l'arrivée du jour. La dernière semaine complète de janvier arrive et Liz demande un congé au travail pour les vacances et le vide-grenier. Liz, journaliste de données dans une entreprise d'inspection de pipeline, obtient l'approbation pour prolonger les dates. Le soir du 24 janvier, Liz et Sergio font leur dernière préparation. Sergio doit aller travailler comme d'habitude. Et Liz dit qu'elle se lèvera tôt avec lui pour commencer à mettre en place des panneaux publicitaires pour leur vente avant le lever du soleil. Les deux vont se coucher, excités par les perspectives qui les attendent, ignorant également les horreurs qui les guettent. Le coq chante le lendemain matin, le vendredi 25 janvier 2019. Il est à peine l'aube et Sergio Barraza se prépare pour le travail tandis que Liz rassemble les fournitures de signalisation. Elle sort avec son mari pendant qu'il monte dans le camion. Parallèlement, des caméras de sécurité et de vidéosurveillance capturent une Nissan Frontier Pro Ford X à 4 portes de couleur sombre de 2013 ou plus récente, circulant autour de la banlieue de Tomball, des Barraza, un véhicule non reconnu par les voisins et jamais vu en train de circuler dans le secteur à une heure aussi matinale. Vers 6h48, Sergio embrasse Liz au revoir et part dans son propre camion, capturé par les caméras de vidéosurveillance quittant le complexe résidentiel, se dirigeant vers son lieu de travail. Au cours des 4 minutes suivantes, Liz prend les panneaux et commence à les installer sur sa pelouse avant pour que les passants remarquent leur vide-grenier à venir. Elle travaille seule et ne semble pas s'attendre à une visite ou à quoi que ce soit en particulier. Vers 6h52 du matin, le même camion Nissan Frontier, aperçu plus tôt, est à nouveau capturé par une caméra de sécurité installée sur la sonnette d'une maison voisine dans la banlieue de Tomball, face à la cour, avant de la maison de Liz Barraza, où elle continue de travailler à l'extérieur. Le camion de couleur sombre passe devant la maison et se gare dans l'allée d'une autre maison. Du siège du conducteur, une personne avec soit des cheveux longs, soit une perruque sort du véhicule et se dirige vers l'endroit où Liz place un panneau. Le poursuivant, portant un long vêtement, qui pourrait être un trench coat ou une robe, dissimule quelque chose en s'approchant de Liz. Liz lève les yeux surpris, mais ne s'enfuit pas. Seulement 8 secondes passent, pendant ce qui semble être une conversation calme, avant que la figure dans les longs vêtements ne sorte un pistolet et ne tire 3 fois sur Liz à bout portant. Le tueur franchit alors le corps de Liz, vérifiant apparemment quelque chose avant de tirer un dernier coup à bout portant. Alors que l'horloge avance, à 6h53, le tireur sprinte du corps de Liz jusqu'à leur camion. Ils sautent à l'intérieur, reculent hors de l'allée et parcourent la rue une fois de plus, presque comme s'ils observaient la scène du crime avant de quitter le quartier, loin des caméras et pour toujours dans l'anonymat. En même temps, un individu masculin qui a entendu les coups de feu et a vu le camion s'échapper sort et appelle le 911 pour signaler la fusillade et demander une intervention médicale d'urgence. Pendant ce temps, un autre voisin qui sort en réponse à la confusion comprend rapidement ce qui s'est passé et appelle personnellement Sergio pour l'informer que Liz a été abattue. Même pas 10 minutes ne se sont écoulées et Sergio retourne dans le quartier pour s'occuper de sa femme gravement blessée. Le personnel médical et d'urgence le rejoint et Liz est précipitée à l'hôpital. Pendant ce temps, la police commence à interroger les voisins pour essayer de comprendre exactement ce qui s'est passé. Liz arrive à l'hôpital encore en train de respirer et avec un battement de cœur. Cependant, après avoir survécu pendant la nuit, le jour suivant, le samedi 26 janvier, elle succombe à ses blessures par balle et décède.
Peu de temps après, du côté de l'enquête, les autorités qualifient rapidement le décès de meurtre car la scène de crime suggère une exécution par balle, combinée au témoignage d'un homme qui a vu le tueur fuir. En l'espace de quelques semaines, la police a fouillé les banlieues de Tomball à la recherche de toutes les images de sécurité qui pourraient leur donner une meilleure idée de ce qui s'est passé le 25 janvier à 6h52. L'un des voisins de Baraza donne alors aux forces de l'ordre une copie de la vidéo de leur sonnette de porte de cette matinée, l'enregistrement désormais tristement célèbre des derniers instants de Lise. Dans les jours qui suivent, les détectives étudient les images de sécurité et les diffusent aux médias espérant que quelqu'un se présentera pour identifier soit le camion, soit le tireur. Les conseils affluent, mais rien de substantiel n'émerge au premier plan de l'affaire. Une affaire qui se refroidit de minute en minute. Il ne s'écoulerait pas une autre année avant que la famille Baraza ne reçoive enfin une mise à jour majeure de l'enquête. Lors d'une commémoration d'un an organisée par des membres de la famille, des membres de la communauté et des membres de la 501st Legion en l'honneur de la vie de Lise, à la fin janvier 2020, les reporters entendent de la part d'un détective principal de l'affaire que la police a obtenu un mandat qui pourrait les conduire directement à la partie responsable. Aucun autre détail n'est donné et le type exact de mandat n'est pas révélé, qu'il s'agisse d'un mandat d'arrêt ou d'un mandat de preuve. Cependant, une fois de plus, les pistes s'arrêtent là sans aucune annonce majeure jusqu'au 30 juin 2020. Un bulletin d'information de dernière minute révèle que la police a dévoilé un élément supplémentaire d'information provenant des images de la télévision en circuit fermé qui ont capturé le meurtre de Lise. Les autorités annoncent donc qu'après avoir analysé l'audio discernable de l'enregistrement, on peut dire avec confiance qu'au moment où le suspect s'approchait de Lise, à 6h52, on pouvait entendre Lise répondre « Bonjour ». Ce n'est pas un indice majeur, mais cela amène les détectives à se demander si Lise ne connaissait pas réellement le suspect, contrairement aux théories précédentes. Malheureusement, cette alerte d'actualité du 30 juin est la dernière pièce de preuve que le public a reçue dans l'affaire Lise Baraza. Aujourd'hui, le meurtre brutal de Lise reste non résolu. L'enquête a subi un changement à la tête de la direction, il faut donc considérer cela comme une raison pour laquelle il n'y a apparemment pas de pistes importantes malgré presque 2 années d'enquête, ainsi que la pandémie mondiale qui a ralenti le monde en général à partir de mars 2022. Cela étant dit, la police maintient que ce cas est toujours très résolvable et continuera à poursuivre toutes les pistes fournies par le public ou autres. Sans aucun doute, le point le plus important et vraiment le seul dans l'enquête Baraza est la vidéo de surveillance télévision en circuit fermé obtenue autour de la scène du crime par la police juste après le meurtre insensé du 25 janvier. La vidéo montre le meurtre se dérouler bien que d'un point de vue éloigné et grainé. Cependant, elle montre également le suspect prendre la fuite et surtout le profil latéral du Nissan Frontier Pro 410 conduit par le tireur. Avant de diffuser la vidéo dans son intégralité telle qu'elle a été diffusée pour la première fois par les autorités, je tiens à vous mettre en garde contre la nature perturbante des images. La fusillade représentée est réelle, et si vous souhaitez compréhensiblement éviter de voir une quelconque forme de violence extrême, il serait préférable d'avancer rapidement ou de détourner le regard pendant les prochaines minutes. Je tiens à vous avertir équitablement, alors sachez que ce que vous êtes sur le point de voir peut être difficile à regarder. Ce que vous venez de voir est le meurtre de Lise Baraza. Comme vous l'avez vu, une silhouette aux cheveux longs, portant un long manteau ou une robe et ce qui pourrait être des bottes, se gare de l'autre côté de la rue de la résidence Baraza, se dirige vers le devant de la maison où Lise travaille sur le signe de la vente de garage, la confronte avec 8 secondes de dialogue inconnu, puis lui tire dessus 4 fois à bout portant avant de se tenir au-dessus de son corps et de s'enfuir. La partie la plus contestée de la vidéo est de savoir si le tireur est une femme, comme cela pourrait sembler à première vue, ou un homme habillé pour apparaître comme une femme. Il est vraiment difficile de dire. Certains se réfèrent à la fin de la vidéo où le meurtrier s'enfuit, affirmant que cette démarche est le plus souvent attribuée à la course d'une femme.
Cependant, il est également largement admis que le meurtrier portait des bottes dans le cadre de son accoutrement particulier, et cela aurait pu changer l'apparence de sa démarche. Néanmoins, nous ne partageons pas cette vidéo pour déterminer si le meurtrier était un homme ou une femme, déguisé ou en tenue ordinaire. C'est destiné à sensibiliser et espérons attraper l'œil de quelqu'un qui ne l'a pas vu auparavant en reconnaissant quelque chose qui pourrait changer la donne, un indice vital. Si quoi que ce soit dans cette vidéo vous dit quelque chose, même le plus petit souvenir au fond de votre esprit, que ce soit l'identité du tireur ou l'origine du camion Nissan Frontier, contactez Crime Stoppers au 713-222 conseil. Passons maintenant aux théories les plus en vue qui tentent d'expliquer le meurtre non résolu de Liz Barraza. En raison de la récence de l'affaire du meurtre de Liz Barraza, les théories qui l'entourent sont rares et éparses. C'est en partie à cause de sa récence et du fait que les forces de l'ordre retiennent la plupart des détails de l'affaire que cette situation est ainsi, mais ce n'est pas forcément une mauvaise chose. La police garde généralement des indices importants et même des pièces à conviction qui ne semblent pas pertinentes pour éviter d'alerter les véritables suspects de leur découverte ou de compromettre leur chance d'effectuer une arrestation. C'est pourquoi l'étude des affaires non résolues dans les premières années de l'enquête est si délicate. Il n'y a tout simplement pas assez de fils pour tisser ensemble un solide tableau de théories, du moins pas encore. Cependant, il reste des idées. L'une des toutes premières hypothèses formulées par les suiveurs de l'affaire était que soit Sergio, soit Liz étaient impliqués dans un triangle amoureux secret. Et le tireur vu dans la vidéo est un amant furieux, ou une personne qui était intimement impliquée avec l'un des membres du couple. Cependant, nous ne pensons pas que ce soit le cas. Les rumeurs personnelles et mélodramatiques circulent souvent après un meurtre, et cela peut être nuisible à la famille Barraza et manquer de respect à la mémoire de Liz elle-même si elles sont présentées sans preuve réelle. En fait, il existe une observation très simple et directe concernant cette théorie qui aide à la délégitimer d'une croyance effrénée. S'il y avait effectivement un triangle amoureux et un partenaire secret impliqué, il y aurait une trace écrite, ou du moins numérique. Il y aurait des emails ou des textes, ou une sorte de communication restante sur un téléphone ou un ordinateur, un message vocal oublié ou une lettre, ou quelque chose qui reste pour établir un lien. L'absence de toute preuve de cette nature parle d'elle-même. Il ne devrait également pas être nécessaire de le dire, mais Sergio lui-même a été très clair et concis avec la police et a pleinement coopéré avec les forces de l'ordre et les médias. Il n'a montré aucun signe de vouloir cacher quelque chose, et jusqu'à ce que la police découvre le contraire, nous devons nous concentrer sur d'autres possibilités que celles qui risquent de se retrouver dans un magazine à scandale. Bien sûr, le tireur pourrait être lié par une relation proche avec Liz ou son mari, mais pointer immédiatement du doigt une affaire extra-conjugale scandaleuse serait précipité. Une autre croyance couramment répandue sur l'identité du tueur est qu'il a rencontré Liz lors d'une convention de bande dessinée ou d'un événement de cosplay similaire, et pour une raison quelconque s'est fixé sur elle avec l'intention de la tuer. Mais pourquoi ou comment cela pourrait-il se produire ? Une explication est que la passion derrière les activités basées sur les fans, comme les Comic-Con et autres événements mondiaux, est généralement poussée à l'extrême absolu. Malheureusement, cela ne prend pas longtemps lorsqu'on enquête sur certains passe-temps comme ceux-ci pour découvrir qu'il existe une histoire de fandom toxique, de misogynie et d'élitisme. Certainement pas dans la majorité, mais ce 1% est connu pour exister. Bien sûr, le cosplay et les fandoms passionnés sont une bonne chose, remplis de bonnes personnes, avec de bonnes intentions et sont destinés à l'évasion et à la passion, mais il y a des cas où les gens ont un peu trop poussé leur iconographie culturelle populaire préférée, et on a su dans le passé que cette mauvaise ambiance a débordé dans un territoire néfaste et criminel. Ainsi, il est suggéré qu'à un moment donné de leur voyage, ou même dans une communauté en ligne, Liz a rencontré quelqu'un qui est devenu excessivement jaloux d'elle ou de Sergio, a fait des avances, et quand ils n'ont pas obtenu ce qu'ils voulaient, ils se sont attaqués à elle de la manière la plus horrible possible.
Maintenant, bien que cela soit également quelque peu improbable de ne pas avoir une trace de communication quelque part sur l'internet pour que la police puisse la suivre, il est possible que cette connexion ait été établie en personne et que le tueur ait été un harceleur inconnu suivant Liz partout et attendant qu'elle soit seule. Il y a eu des cas confirmés de femmes suivies à des conventions de bande dessinée et cela a même conduit à des abus et des agressions. Ce n'est pas un phénomène courant, mais cela s'est produit suffisamment souvent pour que certains l'envisagent en lien avec le cas de Liz. La plus grande critique de la théorie du harceleur liée au cosplay est à quel point le sujet était déplacé à Tomball lui-même. Les voisins n'ont jamais signalé avoir vu le camion Nissan Frontier dans le complexe d'habitation avant cette nuit-là, et il n'a pas été enregistré sur les caméras de vidéosurveillance dans les heures ou les jours précédant le meurtre. Pour que le harceleur ait suivi Liz jusqu'à la fusillade, il aurait dû la suivre discrètement, utilisant un autre véhicule et suivant ses moindres mouvements pour confirmer qu'elle serait seule quand elle l'était. Comme la vente de garage n'a pas été largement diffusée ou commercialisée auprès du public, le harceleur n'aurait pas su qu'il devait se rendre dans le quartier ce matin-là. Apparaître par coïncidence nécessiterait une quantité incroyable de chances stupides. Et selon tous les comptes, il s'agissait d'un assassinat calculé au-delà des chances de pure fortune. Nous devons également nous rappeler que le harceleur portait ce que certains croient être un déguisement sur les images de sécurité avec une longue robe et une possible perruque cachant leur véritable identité. Il est possible que le harceleur ait fait un effort supplémentaire pour cacher qui ils sont vraiment, mais cela va aussi à l'encontre de ce qu'est généralement un harceleur. Quelqu'un dans l'ombre non détecté. Un déguisement n'est pas nécessaire. C'est à moins que le tireur ne soit pas un harceleur aléatoire, mais quelqu'un avec une relation plus personnelle avec Liz qui savait d'une manière ou d'une autre à propos de la vente de garage. Encore une fois, cela suppose que les détectives n'ont pas obtenu la liste complète des personnes au courant de la vente de garage et ne les ont pas disculpées. S'ils l'ont fait, ce qui aurait dû être franchement un travail d'enquête de routine, il serait extrêmement difficile de passer entre les mailles du filet. C'est à moins que l'ami ou le collègue ait loué une voiture ou mieux encore, en ait emprunté une à un ami ou à un membre de la famille. De cette façon, si les policiers recherchèrent des locations de voitures dans la région pour ce modèle exact de Nissan Frontier Pro 410, le sujet passerait entre les mailles du filet sans qu'un registre public ou même privé ne le relie à quoi que ce soit. Et bien que cela semble peut-être trop élaboré pour qu'un tueur loue une voiture pour l'utiliser dans un complot meurtrier, n'oubliez pas que beaucoup pensent que le tireur portait également un déguisement, les cheveux plus longs ressemblant plus à une perruque qu'à une coiffure naturelle. Bien sûr, il est impossible de discerner cela sur une qualité de caméra aussi basse et cela ne peut être ni confirmé ni nié. Mais si le tueur s'est déguisé, il a peut-être aussi utilisé une voiture au nom de quelqu'un d'autre, sachant qu'il pourrait y avoir beaucoup d'yeux indiscrets identifiant la marque et le modèle de leur véhicule de fuite. Cependant, dans l'ensemble, l'idée que le tueur était un ami personnel est difficile à comprendre lorsque l'on considère la mise à jour la plus récente des forces de l'ordre concernant les premiers mots prononcés par Liz lorsque le tireur s'est approché d'elle. Un bonjour non excité qui a été décrit par les forces de l'ordre comme une salutation qu'une personne offrirait à un étranger ou passerait près d'elle ne donne pas beaucoup de crédibilité à l'idée que Liz connaissait son tueur. Encore une fois, cela revient à la théorie du déguisement. Il se peut simplement que Liz n'ait pas reconnu son tueur au premier coup d'œil. Nous devons également nous rappeler qu'il n'était que 6h50 le matin aux toutes premières lueurs du jour. Les ombres du crépuscule ont peut-être voilé le visage du coupable. Nous ne savons pas non plus ce dont le tueur et Liz ont parlé exactement dans les 8 secondes entre le bonjour et les coups de feu. Une fois que le tueur s'est approché, Liz a très bien pu réaliser qui c'était. Les images de la vidéosurveillance ne révèlent aucun signe d'alarme ou de tentative de fuite de la part de Liz, mais le tireur a également sorti son arme rapidement, laissant très peu de temps pour réagir. Il y a certes de nombreux trous dans cette théorie, mais elle n'est également qu'à une percée ou un élément de preuve de tout expliquer. Désolé, c'est trop vague pour l'instant pour être considéré. La théorie finale la plus discutée par les détectives jusqu'à présent est que le tireur est un tueur à gages, quelqu'un qui a été engagé par un associé ou même un harceleur de Liz pour la tuer ce matin fatidique. Cela expliquerait toutes les irrégularités de la vidéo et de la situation en général telle que nous les voyons actuellement. Un tueur à gages, qui n'a aucune connexion avec la maison Barraza, ne serait pas identifié par Liz elle-même.
Le véhicule ne serait relié à aucun de ses proches, et ces derniers auraient reçu l'information sur la vente de garage par la personne qui les aurait embauchés ou leur aurait demandé de faire une chose aussi terrible. Évidemment, cela dépend de l'idée que c'était quelqu'un qui savait pour la vente de garage qui a scellé le sort de Lise. Mais la façon dont le camion du coupable a circulé dans le quartier ce matin-là nous fait croire qu'il savait que Lise serait finalement seule ce jour-là, comprenant que Sergio irait travailler pendant que Lise mettrait en place les fournitures. Il y a même une conversation hypothétique pour accompagner cette théorie. Certains pensant que la conversation de 8 secondes avant les éclats du canon, consistant en l'assassin demandant si Lise était bien qui elle prétendait être, si sa vente de garage était vraiment une vente de garage, puis tirant le pistolet, quand Lise a confirmé cela. Il convient de noter que si le tueur a été embauché par contrat, il n'était en aucun cas un assassin professionnel ou n'avait beaucoup d'expérience dans le crime violent. Quelqu'un qui commet un meurtre, avec intention par contrat, n'aurait sûrement pas été si évident, aurait utilisé des techniques de silence pour un maximum de discrétion et n'aurait certainement pas fait ça en portant une paire de bottes et une longue robe fluide. Il y a bien sûr des milliers de personnages à travers le pays qui pourraient correspondre à ce profil. Mais un tueur à gages n'en fait probablement pas partie. Est-ce intentionnellement une autre façon de camoufler l'intention avec du ridicule? On ne peut pas l'exclure, mais à ce stade, tout est encore possible. Avant de divulguer notre hypothèse sur le meurtre non résolu de Lise Barraza, nous tenons à préciser que nos conclusions présentées dans Détective des affaires non résolues sont purement spéculatives et basées sur des preuves, des circonstances et un sous-texte factuel. Nous n'avons accès qu'aux mêmes informations présentées dans chaque épisode et nous ne prétendons pas promettre une certitude ou une garantie d'expert sur les conclusions auxquelles nous parvenons en fin de compte. Nous observons, recherchons et rapportons. Dans le cas de Lise Barraza, nous croyons qu'elle a en effet été assassinée par une connaissance, que ce soit un collègue ou quelqu'un qu'elle a rencontré à une convention de cosplay ou à d'autres événements liés à la fandom. Qui cela pourrait être, que ce soit un homme ou une femme, il est impossible de préciser. Cependant, nous sommes convaincus que la personne qui l'a fait a commis un meurtre suite à une confrontation non résolue avec Lise. C'était quelqu'un qui était silencieux dans sa colère, mais au lieu de régler les différences qu'ils auraient pu avoir, est devenu un meurtrier de sang-froid pour essayer de résoudre ses problèmes. On ne peut pas prouver pour le moment si les cheveux longs étaient une perruque ou si la robe et les bottes étaient un déguisement. Mais on peut supposer que dans ces 8 secondes, après que Lise les ait salués prudemment avec un bon matin, le tueur a exposé ce qu'il s'apprêtait à faire avant de tirer 4 fois à bout portant. Le tueur a ensuite pris la fuite, s'est débarrassé de son véhicule lorsque sa description a fait le tour des nouvelles locales et s'est soit parfaitement réintégré dans la société comme si rien ne s'était jamais passé, ou a complètement disparu de la carte. Nous croyons aussi que cette personne savait que la vente de garage était imminente et l'a utilisée à son avantage. Ils ont probablement fait du porte-à-porte dans les banlieues de Tombal auparavant et ont peut-être même visité la résidence Barraza avant le 25 janvier pour décoder les mouvements de Sergio et connaître le moment idéal pour frapper. Cela apporte un soutien supplémentaire au fait que c'était un meurtre prémédité et non une sombre fantaisie capricieuse née des cauchemars de quelqu'un. Personne ne s'est simplement réveillé un matin et a décidé de conduire vers le sud-est du Texas pour tuer une jeune femme innocente. Ce n'était pas un tueur en série. Ce n'était pas un prisonnier évadé. C'était quelqu'un qui a choisi avec chaque fibre de son corps de commettre un acte maléfique. Ils ont choisi la peinture rouge pour les murs. Ils n'étaient ni forcés ni tenus en joue eux-mêmes. Et par conséquent, ils seront poursuivis en tant que tels, comme le tueur de sang-froid qu'ils sont, méritant toute la justice qui attend de leur tomber dessus. Les détails sont rares pour le moment, mais il pourrait y en avoir plus à l'avenir. Si vous avez absolument une quelconque relation avec Lise ou Sergio, ou que vous pourriez connaître quelque chose qui n'a pas encore été exprimé dans cet épisode ou d'autres couvertures de cas, nous vous implorons de le faire savoir aux autorités compétentes afin que le délinquant, qui est toujours en liberté dans l'obscurité, soit projeté dans la lumière. En attendant, revenons au moment mentionné dans l'ouverture de cet épisode sur la façon brillante et belle dont Lise Barraza a vécu sa vie jusqu'à son dernier souffle. Cela peut paraître cliché, mais Lise incarnait vraiment le mode de vie idéalisé de bienfaisance et de bonté.
Elle n'a jamais perdu sa volonté de rendre le monde autour d'elle meilleur, impactant chaque personne avec laquelle elle entrait en contact et s'assurant que leur vie serait également améliorée. Elle abordait les problèmes avec la plus grande dignité, aidant ceux qui en avaient besoin avec une charité sans fin. Son travail infatigable dans la Légion Saint-Quentin était un témoignage de l'empathie créative et de l'imagination passionnée. Un rappel pour tout le monde que les opinions extérieures ou la manière dont le monde vous voit n'ont pas d'importance. Si vous aimez quelque chose qui vous apporte une joie sans limite que vous ne trouvez nulle part ailleurs, accrochez-vous-y de tout votre cœur. Au final, faire ce que nous aimons et nous entourer de choses qui nous donnent de l'espoir engendrera la même atmosphère pour les autres. Lise était la meilleure de sa communauté, et en tant que communauté nous-mêmes, nous lui devons de préserver la bonté qu'elle a diffusée. Nous nous souviendrons de Lise Baraza et continuerons en même temps de travailler sans relâche pour résoudre la question de pourquoi elle a été retirée de ce monde pour commencer, rendant ainsi le terreur de Tombaugh non résolu plus longtemps. Ceci est Détective Affaires non résolues.